Le podcast aujourd'hui est présenté par Eros et compagnie. Et là, on a une promo du jamais vu qu'on vous offre à l'instant. Alors, du mois de mars et avril, si tu bookes une démo dans un de ces 2 mois-là, avec le code, bien important, sexe oral, tu cours la chance de gagner une journée avec nous ici à un enregistrement. Tabarouette! Fait que tu vas être avec nous, tu vas pouvoir nous écouter. Tu peux inviter une amie ou un ami, il n'y a pas de problème, tant qu'elle soit agréable. Et donc, va sur le site Eros et compagnie, tu vas te chercher une démo. Fait que les démos, là, en passant, c'est vraiment juste le fun, c'est gratuit. Hey! T'as oublié quelque chose? Oui. Non seulement vous êtes là pour assister à l'enregistrement, mais vous recevez un jouet de notre gamme gratuitement aussi. C'est vrai! Merci! Fait que vous allez avoir repartir, toi et ton ami, avec un jouet sexe oral. Fait que là, si tu bookes une démo, c'est le temps live là. Puis le tirage au sort, il se fait direct sur Instagram au début du mois de mai. Fait qu'on a hâte de vous rencontrer ici en studio. Sexe oral pour un 15% de rabais en ligne sur Eros et compagnie. Bon podcast et bonne chance. Une production du Studio SF. Aujourd'hui, au podcast, on a reçu Joliane et Maître Gingras Gauthier qui sont venus pour nous parler un peu de l'histoire de Joliane avec le grooming. Quand elle était jeune, il y a un homme plus vieux qui... Vraiment plus vieux. Ouais. En tout cas, je pense que vous allez voir le grooming, hein, c'est là-dessus. Maître Gingras est ici un peu pour parler de tout le processus judiciaire qui s'en est suivi. C'était bouleversant comme épisode, mais on va vous laisser les découvrir. Bonne écoute. Bouleversant, mais très important. Bonne écoute. On met une pause au podcast d'aujourd'hui pour vous parler de nos bébés depuis jour 1, Manscaped. Manscaped, on a devant nous 4 des 5 de nos produits préférés. On va vous les présenter rapidement. Nous avons ici le Lawn Mower 5.0 Ultra. Yeah! Ça, c'est pour une précision et un contrôle qui donne toujours le résultat parfait. Nous avons également ici The Chairman Pro. Celui-là, c'est pour précision et contrôle. Lui, c'est pour un rasage du visage fluide et précis. Voilà. On l'adore. Il est très beau et très complet. Celui que nous n'avons pas aujourd'hui avec nous, c'est le Handyman qui est compact, efficace pour des retouches rapides. Mais ce que nous avons, c'est le complet Beard Hedger Pro Kit. Puissant et précis pour contrôler parfaitement vos grosses barbes épaisses si vous êtes tanné. Puis si t'as une grosse barbe puis pas un poil sur la tête, t'as ici le Dome Shaver Pro. Ça, c'est pour un rasage du crâne impeccable avec aucun poil qui ne résiste. Fait que si t'as 3 petits poils qui sont de même puis qui veulent rester là, no more. No more. Wow, j'adore. Vous avez un code promo qui vous donne 20% de rabais, la gang. 20% avec le code sexe oral et livraison gratuite aussi. Qu'est-ce que t'attends? I don't know. Printemps y arrive. Let's go. Cours! Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Dose. Comment cette pub en buvant? Shot. En faisant un taste testing? Je vais prendre l'original, gingembre, curcuma. Il y a 4 ingrédients, seulement 4 ingrédients, seulement fait de trucs biologiques. On a, j'adore, avec le citron, gingembre, curcuma, poivre noir, santé. Toi, t'as la version extra forte. Oui, pour des extra maman fatiguée. Ah. Oh, hey! Ah, il est fort le tien, hein? Hey, t'as goûté toi déjà? Oui, j'en avais chez nous. C'est du bon. Ah ouais, c'est fou. Bon, ça, c'est fou. Je suis réveillée. C'est parfait pour commencer la journée. Source d'énergie, sans caféine, grâce à la vitamine C. Joanie est prime et raide. Puis c'est une production de shot pressé à froid à Saint-Hyacinthe. Il n'y a aucun ingrédient de dilué. Et puis, c'est disponible chez tous les grands détaillants. Veux-tu nous les énumérer? Walmart, IGA, Métro, Super C, Maxi, Avril, Costco en pack de 12 et toujours disponible en ligne sur dosejuice.ca. Avec le code sexe oral, vous obtenez 20% de rabais. C'est nouveau, ça, gang. En ligne. En ligne. Sur votre première commande. Let's go. Donc, sexe oral, 20% de rabais. Enjoy, Dose, on vous aime à l'infini plus plus.
petit trigger warning avant de commencer l'épisode. C'est un podcast qui aborde des sujets sensibles, notamment le grooming, la manipulation en ligne et l'exploitation des mineurs. Donc, si vous connaissez quelqu'un ou que vous êtes concerné par ces problématiques, on vous encourage fortement à demander de l'aide auprès de professionnels. Plusieurs liens seront à votre disposition dans la description si vous en avez besoin. Prenez soin de vous et n'hésitez pas à écouter cet épisode dans un environnement où vous vous sentez en sécurité. Allô, Allô? Juliane. Allô, maître Gingras. Gingras. Gingras Gauthier. Gingras Gauthier, Oui. parfait. Merci d'être là aujourd'hui pour nous partager ce que vous avez vécu individuellement et ensemble. On a hâte d'apprendre à vous connaître et tout ça. Donc, merci, premièrement, d'être là. Là, vous vous connaissez depuis... Ouais. 2 ans? 3 ans? Un peu plus, oui. Un peu Ça fait plus. 3 ans maintenant. Ouais. OK. Juste avertir, il faut comme avoir la main à... genre la bouche à une main du micro. Juste comme si tu veux J'avais l'approcher. un pied. Ouais, c'est pour ça OK. que c'est bon. Donc, veux-tu un peu nous parler de ton histoire directement? Es-tu à l'aise qu'on plonge? Ouais, qu'on commence déjà Ouais. de même. Dans le fond, on allait parler du grooming aujourd'hui. Ouais. Dans le fond, moi, il m'est arrivé quelque chose quand j'étais plus jeune. En français, je pense qu'on le traduit comme pédopiégeage, OK. dans le fond. C'est l'action d'un adulte qui va utiliser un lien de confiance pour manipuler un enfant adolescent pour l'exploiter sexuellement. Je pense qu'il y a une grosse partie au Québec, de la façon que ça se passe, c'est un adulte qui va être en couple avec une adolescente. Puis dans le fond, moi, c'est ça qui s'est passé. Pour mettre un peu le contexte de comment je me suis ramassée dans cette situation-là, ma mère, elle s'est occupée de moi toute seule, toute sa vie. Puis elle avait vraiment beaucoup de qualités, mais pour être une mère, disons qu'il y a des choses qu'elle n'avait pas du tout. Fait que j'ai jamais vraiment reçu d'amour de sa part. J'ai jamais vraiment senti que j'étais à ma place. Puis c'est juste moi puis elle, là, notre petit lien. On déménageait tout le temps. J'avais de la misère à me faire des amis. Les seules personnes avec qui je connectais vraiment, c'est comme mes professeurs. Puis j'étais tout le temps perdue dans mes livres. Dans le fond, ma mère, je pense que son love language, c'était les actes de service. Mais quand t'es un enfant, t'as le goût de te faire prendre dans tes bras. T'as le goût de te faire dire comme « je t'aime, je crois en toi, t'es belle ». Puis j'ai vraiment jamais eu ça. Les paroles que j'avais, c'était plus pour me sentir vraiment un fardeau pour elle. Puis ça me fait vraiment la peine de parler de ça, mais vu que c'est tout le déclencheur, j'ai pas le choix parce que ma mère, j'ai réglé ça avec plus tard. Puis tout est beau maintenant. Mais tu sais, quand j'étais jeune, c'était vraiment, vraiment, vraiment difficile. Puis une partie de ça, c'était le fardeau financier qui me faisait beaucoup sentir. Fait que dans le fond, excusez. Non, c'est correct. Tu sais, elle était sur l'aide sociale. Puis j'ai l'impression que je me faisais vraiment beaucoup culpabiliser pour ça. Que si elle peut pas travailler, c'est de ma faute. Que si j'avais pas des beaux jouets, des beaux vêtements, puis que moi j'avais jamais de cadeau de Noël, ben c'est de ma faute parce que c'est à cause de moi comme qu'elle pouvait pas travailler, qu'elle avait mal dans le dos. Fait vraiment jeune, j'ai gros senti la pression de devoir l'aider, être parentifiée. Fait que dans le fond, à 9 ans, j'ai commencé à faire des publisacs dans le temps. Tu sais, je recevais comme, une grosse boîte avec tout. Fallait que j'éclase à la table, que je faisais, je pense que c'était 100 sacs avec tous les publisacs que j'allais porter aux portes. Puis là, je me faisais des payes de misère, mais j'ai donné à ma mère pour qu'on mange. Hein. Puis après ça, quand j'ai grandi, là, j'ai pris mes cours de gardiennage. Fait qu'à partir de 10-11 ans, je travaillais comme 5-6 jours, soirs par semaine. Puis je donnais tout le temps l'argent à ma mère pour essayer, dans le fond, qu'elle m'aime, j'imagine. Puis je le sentais quand même pas. Fait que, dans le fond, à la fin du primaire, fait que 6e année, j'avais 12 ans, 6e année, c'est 11-12 ans.
Ça commençait vraiment à pas bien aller, moi puis elle, là, notre relation était pas super. Fait que quand je travaillais pas, j'étais à la bibliothèque. Parce que j'aimais vraiment beaucoup lire. J'étais tout le temps en train de lire un vrai rat de bibliothèque, mais j'avais pas d'argent pour avoir mes livres. Fait que j'étais tout le temps là. Puis, à un moment donné, ils ont reçu des ordinateurs. Qu'on avait le droit d'aller dessus pendant 1 heure si on s'inscrivait. Fait que ça a été ma première... mon premier lien avec Internet. Ça a été là. Puis, dans le fond... Dans ce temps-là, il parlait de Do You Look Good vraiment gros, là. Je sais pas si c'est sûr, Lisande, tu connais ça. Ouais. Ben, je pense pas que je l'ai déjà utilisé, mais je connaissais de nom, là. Ouais. C'est une application de rencontre? C'est pas une application. C'est comme un site. Ça fait longtemps, là. Ouais, tu mettais des photos puis tu pouvais rencontrer du monde. Là. C'est comme un réseau social, peut-être un petit mélange entre peut-être Tinder puis Facebook, là. C'était littéralement, tu mets une photo puis les gens rataient si c'était beau ou pas. Ah ouais. C'est carrément ça, là. C'est sain en crise, mais ouais. Puis moi, je me faisais beaucoup intimider à l'école, puis c'est ça, j'avais besoin de validation. Là, personne ne m'avait jamais dit que j'étais belle, rien. Fait que je m'étais mis sur cette application-là. C'est ça, un craving de love puis de confiance. Puis je me suis fait aborder par une personne qui, au début, il me semble qu'elle m'avait dit qu'elle avait comme 20 ans. Je voyais pas le problème, là. J'avais jamais eu de modèle masculin ni rien. Fait que. Toi, t'avais quel âge à ce moment-là? 11-12, là. Okay. J'étais en 6e année primaire. Fait que là, la personne, elle commence à m'écrire. On apprend à se connaître. Finalement, elle a pas 20 ans, elle a plus, là. Je suis pas trop sûre. 22, 23, OK. Ça me dérange pas. On se parle, on s'entend super bien. Puis j'ai l'impression, enfin, que j'ai comme un ami pour la première fois de ma vie. Fait que c'était vraiment précieux. C'était un homme, là? Oui. C'était un homme qui était dans une autre ville. Il savait ton âge? Il le savait, oui. Puis finalement, tu sais, au fur et à mesure qu'on se parle, il est tout le temps comme plus vieux. Fait que, honnêtement, je pense qu'il y avait comme entre 25 et 30. Je suis pas sûre de la vraie âge. J'ai 27 dans la tête, mais je peux me tromper. C'est quoi, il disait, pourquoi il revenait tout le temps sur son âge? Il disait tout le temps, finalement, c'est comment qu'il revenait sur son âge? Ben, je sais pas, là, peut-être qu'il allait à la pêche pour voir qu'est-ce qui me dérangeait ou qu'est-ce qui me dérangeait pas. Mais tu sais, moi, à 11 ans, si je voyais tu sais, on pense que tout le monde est vieux, là, fait qu'un adulte, c'est un adulte, là. Tu sais, j'aurais vu quelqu'un de 20 ans ou quelqu'un de 30, j'aurais pas nécessairement pu faire la différence toute seule, là. Fait que je sais pas s'il avait peur que je m'en rende compte quand j'allais... parce que son but, c'était éventuellement de me voir en personne. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, à tous les jours, je faisais mon travail. Je me ramassais à la bibliothèque. Je lisais. J'allais sur l'ordi. Puis je parlais avec à tous les jours pendant plusieurs semaines, mois. Puis là, ça finit à virer avec plus des conversations... adulte. Fait que il commençait à dire qu'il y avait des sentiments pour moi puis qu'il aimerait vraiment ça descendre me voir. Fait que vers la fin 6e année, fait que là c'est sûr que j'avais 12, il est descendu pour la première fois. Ça faisait combien de temps que vous parliez? Une couple de mois peut-être, là. Fait qu'il a laissé ça. Ouais. Ça peut être long, là. Ouais. Pour que tu aies confiance en lui, là. Ouais, c'est ça. J'avais extrêmement confiance, là. Tu sais, dans ma tête, c'était mon seul ami, là. Puis est-ce que tu avais des doutes à ce moment-là? Aucun? Ou t'avais-tu des petites peurs? Des doutes par rapport à est-ce que ses intentions sont bonnes ou pas du tout? Ben, j'avais jamais eu il y avait personne qui m'avait parlé des relations de couple, de l'amour, du sexe. Ma mère, elle avait tout le temps été toute seule. Puis sa façon de me parler de ça, si t'as pas besoin de ça d'un homme dans la vie, là, t'as 5 doigts. Fait que, tu sais, elle était vraiment comme pro être célibataire forever. Là. OK. Puis, tu sais, même quand j'ai eu mes menstruations, c'est lui qui m'a expliqué comment ça fonctionnait. Oh. Fait que c'est à ce point-là que le lien de confiance était intense, puis que j'en avais pas, là, avec personne d'autre. Oh. Fait que, il savait justement que ça allait pas bien avec ma mère, que j'étais pas capable d'avoir d'amis. Fait que dans le fond, quand il est descendu la première fois, il avait emprunté, je l'ai su par après, la petite Miata rouge à son père, genre une auto quand même
impressionnante décapotable pour moi qui était dans des tercelles 97 depuis que j'étais née. Là. Fait qu'avec son beau petit char décapotable, il m'a embarqué, puis il m'a emmené dans le bois. Dans le fond, c'est là qu'on a eu comme la première relation sexuelle ensemble. Puis quand il m'a ramené chez nous, il m'a donné 40$, puis il a dit ça à ta mère. Pour. Vu que j'avais tout raconté, là, que je voulais vraiment gros l'aider financièrement. Puis ben, ma mère, vu que je donnais déjà beaucoup d'argent avec le gardiennage puis les Publisac, elle a pas posé de questions. Là. Elle s'est pas rendue compte qu'il y avait rien de pas normal. Elle était juste, ben merci. Et que ça a été la première fois. Puis après, est-ce que, dans le fond, tu as eu une relation sexuelle avec, puis après ça, est-ce qu'il y a eu comme... est-ce que tu es devenu comme un peu en couple avec lui? Est-ce que tu sentais qu'il y avait comme quelque chose de plus que juste des relations sexuelles? Senti après? Ben honnêtement, tu sais, je me suis un peu dissociée. Encore, tu sais, si j'y repense, je suis capable de voir, mais comme de l'extérieur. Tu sais, je me vois pas moi, là, je vois vraiment juste... tu sais, c'était sur le capot du char, là, dans la forêt, là. Puis, c'est ça, je suis juste capable de me voir d'en haut, fait que j'ai pas tant eu... C'est ça, je voulais de l'amour physique, là. Personne me prenait jamais dans ses bras, fait que lui... C'était dégueulasse, mais comme... Il me touchait, là. Tu t'es-tu senti genre comme mal de bien te sentir? Non, je voyais vraiment... Tu sais, je voyais pas que c'est pas normal. C'est juste... Pour une fois, j'avais ce que je voulais depuis tout le temps. Puis ça a continué combien de temps après votre relation? Pendant 4 ans. Oh, c'est pas... Puis ça a été une grosse spirale. Il y a eu comme plein d'erreurs des adultes autour là, par rapport à ça qui a fait que ça a pu perdurer autant. Peux-tu nous en parler? Ouais. Parce que, tu sais, c'est important. Tu sais, il y a des mamans qui vont écouter ça, qui, tu sais, moi, je t'écoute en ce moment, puis ça peut vraiment aider d'autres personnes. Fait que merci vraiment d'en parler. Là. Je sais que c'est vraiment difficile. Ouais, mais merci pour la plateforme. T'es vraiment bonne. Pour ça. Puis si tu as besoin d'une pause, tu le dis. Là. C'est bon, j'ai mes verres d'eau. Ouais, fait que dans le fond, ça l'a perduré. C'est ça, on s'est revus. Il redescendait assez régulièrement. Tu sais, là, moi, c'est sûr, ça fait vraiment longtemps. Là, puis la notion du temps, je suis capable de situer parce que je me rappelle, j'étais où à l'école. Là, fait que vu que je changeais tout le temps d'école, c'est juste pour ça que je suis capable de mettre comme des dates, des âges, parce que sinon, c'est vraiment, vraiment flou. Mais tu sais, les fois d'après qu'il descendait, il était plus organisé. Là, il louait tout le temps une chambre dans le même petit motel à côté de mon village. Fait que c'était plus en public, c'était plus dans le char. Puis c'était vraiment, vraiment mieux organisé. Puis on continuait quand même de se parler à tous les jours. Puis lui, c'était vraiment sur ça qu'il jouait, que j'étais vraiment mature pour mon âge, que j'étais belle, qu'il m'aimait donc, que ça valait la peine de faire la route pour me voir tout le temps, puis que s'il pouvait m'aider pour mes difficultés financières, il allait tout le temps le faire. Fait que ça a continué, c'est ça, pendant un bout. Je l'ai revu pendant l'été en 6e année puis secondaire 1. Puis dans le fond, secondaire 1, ça a commencé à vraiment comme plus bien aller parce que je me suis mis à avoir beaucoup de symptômes, d'effets secondaires. Comment on appelle ça? Des comportements bizarres qui étaient reliés à ça. Excusez. C'est correct. J'ai arrêté de manger. J'ai encore un peu de la misère avec ça, puis de comprendre pourquoi, là. Je pense qu'il y a un peu un mélange aussi encore avec le stress financier de ma mère. Je me disais que, si moi je mange pas, elle en a plus. Puis peut-être aussi que je me disais que plus je maigris, puis plus je rapetisse, puis moins j'existe, parce que j'ai tout le temps eu l'impression qu'il fallait que je m'excuse d'exister depuis tout le temps, là. Fait que j'ai arrêté de manger. Puis, j'ai commencé à me mutiler, mais vraiment. Puis,
j'ai fini, justement, j'ai réussi à m'ouvrir en secondaire 1 à un autre adulte de confiance à l'école par rapport à ça. Fait que, dans le fond, à un moment donné, pendant que j'étais à l'école, ma mère est venue me chercher avec 2 policiers. Puis ils ont dit, viens, on t'amène au poste. Puis je comprenais comme pas. Fait que ils m'ont assis dans une pièce sans trop rien me dire. Là, ça a changé, mais la même pièce qu'ils utilisaient pour les abuseurs puis les criminels. Là. J'avais 12 ans, mais j'étais pas conne. Là. Il y a la chaise vissée à terre avec la police en doigt puis le mur, puis les caméras partout. Puis dans le fond, le policier est rentré puis il a commencé à me poser des questions par rapport à des abus sexuels que j'aurais vécu. Puis j'ai eu vraiment peur parce que, tu sais, j'avais confiance en ces personnes-là, puis c'était la seule personne qui me donnait de l'amour, fait que j'ai juste menti au policier, puis j'ai dit que c'était pas vrai, puis je me rappelle, j'avais des hauts le cœur pendant toute l'entrevue, là, j'étais tout le temps sur le bord de vomir, puis le policier a juste fini par me laisser partir, puis dans le fond, il a dit à ma mère que j'avais inventé ça. Fait que ma mère, elle a demandé à ce que je voyais un pédopsychiatre. Puis pendant ça, là, ben, je continuais quand même à y parler tous les jours. Puis il lui descendait, puis il me faisait ce qu'il avait à faire. Puis il me donnait, c'était pas mal tout le temps 40$ à chaque fois, là, pour que j'aide ma mère. Puis je gardais, puis j'allais à l'école. Puis j'avais quand même des super de bonnes notes. Fait que l'école s'inquiétait pas trop. Puis, ben, à un moment donné, j'ai dit au pédopsychiatre que je voulais mourir, là, que j'étais tannée. Fait qu'ils m'ont interné. Ils m'ont gardé à l'hôpital en pédopsychiatrie. Puis ça a vraiment pas été le fun. J'ai fini par me faire renvoyer de l'école aussi. Puis, dans le fond, quand l'hôpital a dit à ma mère que, dans le fond, il était prêt à me libérer, là, parce que il y avait plus de quoi faire avec moi, ben ma mère n'a pas voulu me reprendre. Fait que il y avait personne qui voulait que j'habite chez eux. C'est de même que je me suis ramassée dans le fond au centre jeunesse de l'Estrie, là. Puis j'ai jamais vraiment compris pourquoi j'étais là. Puis c'est ça. Fait que j'étais arrivée au centre jeunesse quand j'avais 13 ans. Puis je ne sais pas par quel miracle, j'ai été la seule de toutes les personnes qui étaient hébergées, dans le fond, au centre jeunesse, qui avaient le droit d'aller à l'école à l'extérieur. Toutes les autres, fallait qu'ils aillent à l'école du centre jeunesse, qui n'est pas nécessairement réputée, là. Mais moi, j'avais le droit, pareil, d'aller à l'école à l'extérieur. Fait que je me levais le matin de ma petite chambre du centre jeunesse, je prenais l'autobus, puis j'allais à l'école. Puis j'ai continué à avoir des contacts avec. Puis dans le fond, au centre jeunesse, ils savaient que j'avais comme un chum plus vieux. Puis c'était comme vraiment la norme avec les filles qui habitaient là aussi, là. Fait que là non plus, il n'y a pas de drapeau rouge qui ont été élevés. Est-ce qu'ils savaient l'âge ou ils savaient juste plus vieux? Ouais, ils savaient adulte, là. Puis là, à ce moment-là, t'as 13 ans? Ouais. Ah non, là, j'ai peut-être 14 parce que je m'en vais en secondaire 2. Ouais. Fait que les gens qui travaillent là savaient que t'étais en couple avec un adulte? Ouais. Okay. Les professeurs? Mais les éducateurs? Non, pas les professeurs. Mais c'est des éducateurs. Ouais. Mais ouais. quand même, c'est... Puis, peux-tu juste m'éclairer? Pédopsychiatre, c'est des... Un psychiatre pour enfants. OK, Ouais. je savais pas que ça s'appelait comme ça. Oui, mettons, pour les personnes âgées, ça va être des gérontopsychiatres. Fait que, OK. ouais, pédopsychiatrie, c'est la psychiatrie pour les enfants. Puis est-ce que le pédopsychiatre savait jusqu'où ça allait ou il savait... Ben, dans le fond, lui, il pensait que j'avais menti, là. OK, lui, tout le long, Ouais, t'as jamais dans le fond, dit. quand j'ai été adulte, j'ai redemandé les rapports de psychiatrie parce que je pense que c'est... Je sais pas combien de temps qu'ils se fassent détruire, mais j'ai réussi à avoir certains rapports. Puis je pense pas que j'aurais dû les lire, là. Parce que, je veux dire, j'ai pas de doctorat, là, mais quand même, qu'est-ce qui était marqué, c'était
possibilité de mythomanie, de troubles de sociopathe, qui pensaient que j'étais ça. Mais nulle part, il était marqué comme à regarder syndrome de choc post-traumatique peut-être ou trouble de l'attachement. Non, là, c'est direct que mythomane, sociopathe, psychopathe, tous des mots vraiment intenses à mettre sur une petite fille de 12 ans qui veut plus manger. Là. Puis le gars, il y a personne qui est allé voir l'ordinateur de ce gars-là. Il y a personne qui est allé enquêter chez ces gars-là. Non. Pas à l'époque parce que j'avais dit que c'était pas vrai, que c'était pas des abus. Que... La personne de confiance à qui tu l'as dit. J'ai plus jamais reparlé. Tu n'as plus jamais reparlé. T'es-tu fâchée? Genre, t'étais en mode colère? Non. Encore? J'ai de la misère à être en colère là, dans la vie, là, à être fâchée contre des gens. C'est juste, je suis déçue, puis la confiance est plus là. Ouais. Le moment où tu lui as dit que... Est-ce que tu lui as dit que c'était des abus sexuels? Comment que tu t'es confiée à cette personne-là? T'as dit, j'ai un chum qui est plus vieux? Ben, je pense, il me semble que c'était comme une discussion sur la contraception. Puis là, il nous parlait de qu'est-ce qu'on avait déjà fait. Fait que ça avait été mentionné que, genre, j'étais pas protégée, là, d'aucune façon, avec les relations que j'avais avec cette personne-là. Je prenais pas la pilule, je prenais rien, puis lui, il a jamais mis de condom, là. T'as dit ça? Ouais. Fait que la personne savait pas nécessairement que c'était... Ouais, ça avait l'âge. Ouais, ça avait l'âge. Fait que c'est pour ça que cette personne-là, puis je comprends, là, c'est dans sa déonto, elle a appelé la police, là, puis elle a un signalement à DPJ, sûrement, je sais pas, mais fait que c'était ça qu'il fallait qu'elle fasse, là. Ouais. Je suis pas en colère, puis je l'étais pas plus à ce moment-là, là. Elle a fait la bonne chose. C'est plus les polices après, puis le pédopsychiatre qui, là, ils ont vraiment eu un manque. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que là, dans le fond, j'ai changé d'école parce que j'avais été renvoyée de la première à cause de mes comportements. Puis, tu sais, je disais que les seules personnes avec qui j'étais capable de vraiment bien m'entendre puis de bâtir des liens, c'était les professeurs. Mais là, dans le fond, j'ai commencé mon secondaire 2 dans une nouvelle école, puis ça a l'air que tous mes professeurs se sont fait dire au début de l'année de comme si Joliane, elle essaie de vous parler ou de faire des liens avec, mais genre, méfiez-vous. Méfiez-vous, j'en suis une menteuse, faut pas que vous la croyez, faut pas que vous parliez, faut pas que vous lui donnez d'attention. Qui a dit ça? C'était une des personnes qui travaillait à l'école. Okay. J'étais pas dans le système, là, fait que je sais pas c'est qui disait quoi à qui, mais je sais que c'est le message qui s'était rendu. Fait que là, l'isolement est encore vraiment plus gros parce que, tu sais, ma mère veut pas que j'habite chez eux. Les gens à l'école, ben, ils m'écœuraient, ils m'intimidaient vraiment gros à cause de mes marques de mutilation. Là. Puis les profs, ils se font dire, genre, je viens d'une grosse menteuse, parle-y pas. Mm-hmm. Fait qu'encore là, cette personne-là, c'était la seule. Il était tout le temps comme, je te comprends, je suis là pour toi, je vais t'aider, moi je t'aime. Fait que l'emprise est juste tout le temps là. Puis c'est quand puis pourquoi que t'as décidé de porter plainte? Parce que t'as porté plainte finalement? Oui, porter plainte, ça a été vraiment plus long. Fait que dans le fond, j'ai continué à voir cette personne-là jusqu'en secondaire 4, fait que presque 16 ans. Puis j'ai réussi à me sortir du centre jeunesse. Il y a des personnes qui ont accepté de me prendre chez eux en famille d'accueil. Puis vraiment merci d'ailleurs. Fait que eux autres, ils m'avaient dit, tu l'inviteras, là, ton chum, on va le rencontrer, là, on va voir. Fait que ça a été les premières personnes qui ont comme mis un petit bémol. Fait que je l'ai invité à souper. Puis il s'est jamais présenté. Évidemment. Fait que à partir de ce moment-là, les liens ont été coupés. Les liens entre toi et lui? Oui. Parce qu'il était pas venu au souper. J'avais pas encore réalisé, par exemple. C'est lui qui a coupé les liens ou c'est toi qui as coupé les liens? Ben, c'est un peu comme les deux. Moi, je l'avais invité au souper. Il est jamais venu. Il m'a jamais écrit pour me dire qu'il allait pas venir. Puis même si ça faisait 4 ans que je le voyais puis que j'avais comme beaucoup confiance en lui, ben, ça m'en prend pas gros pour que ça l'arrête. Fait que juste qu'il vienne pas puis qu'il me donne pas d'explication, la confiance a fait fini. Est-ce que il disait de pas en parler? Est-ce qu'il utilisait son vrai nom avec toi? Il utilisait son vrai nom, mais il habitait vraiment plus loin.
il me disait pas de pas en parler. Mais en même temps, il savait que j'avais personne à qui en parler, tu sais. Il connaissait toute ma vie, là. Il t'a jamais dit, parle pas de mon âge, les gens pourraient nous juger? Non, il a pas dit ça. Mais, tu sais, c'est ça, il savait que j'avais personne à qui en parler, même si j'avais voulu en parler. Puis, encore plus, après, le fait que tout le monde m'avait dit que t'es comme une menteuse puis une mythomane, de genre pas y faire confiance, il devait juste être ben en sécurité avec ce qu'il faisait, là. Je pense pas qu'il a imaginé qu'à un moment donné, j'allais grow out of it, puis me revirer, puis devenir plus forte, là. Ta famille d'accueil, eux, ils s'attendent à ce qu'ils viennent à souper, ils savent son nom, son âge, tout. Me semble que oui. Je suis plus sûre, mais me semble que oui, il savait. Puis probablement qu'il m'a... Tu sais, de la façon que j'y connais, probablement qu'il m'en aurait parlé après, justement. Puis qu'il m'aurait dit que ça n'avait pas d'allure, mais là, il s'est jamais présenté. Fait que c'est la situation... Ils n'ont pas posé d'autres choses? Ils n'ont pas demandé s'il y avait des relations sexuelles avec toi? J'imagine qu'ils le savaient, mais non, ils me l'ont pas demandé. Je venais juste d'arriver en famille d'accueil avec eux autres. Puis, tu sais, ils ont vraiment fait ça parce qu'ils étaient gentils et qu'ils m'aimaient. Parce que c'est deux personnes qui étaient... Ils avaient même pas 30 ans, je pense, là. Fait qu'ils se ramassent avec une ado à problème, qui ont pas d'enfants, là. Et ils ont vraiment fait le mieux qu'ils pouvaient, puis c'est des anges, là. Mais il y a des outils des fois que t'as pas, là. Puis c'est correct, puis les gens leur ont pas donné ces outils-là. Fait que dans le fond, c'est ça. Quand j'ai eu début 16 ans, les contacts ont été coupés avec, puis là, j'ai commencé à essayer d'être une ado normale avec une vie amoureuse normale. Ce qui... Ça fonctionne pas comme ça quand il y a quelqu'un qui t'a programmé de A à Z à juste être un corps puis pas avoir de personnalité, là. Fait que j'ai jamais vraiment pogné avec les gars de mon âge, là. C'est vraiment gros. Je me faisais dire que j'étais laide, que j'avais pas de personnalité, que j'étais un monstre, puis de se tenir loin, là. Fait que j'ai réalisé que c'était grave puis pas normal quand j'ai eu le même âge que lui, puis que je passais en avant de mon école primaire, puis que j'ai vu les personnes de 6e année. Puis c'est là que ça m'a fait vraiment mal au cœur. T'avais quel âge, là? Ouais. Quand j'ai réalisé, ben, j'avais 25. Ça a été long. Ça a été vraiment long. J'avais vraiment mis ça dans une petite case. T'sais, des fois, j'y pensais, puis je me disais... C'est d'un coup qu'à un moment donné, je vois le nom de ce gars-là sortir dans le journal, qu'il a fait, je sais pas, quelque chose à une petite fille de je sais pas quel âge, 5-10 ans. Je vais me sentir tellement coupable d'avoir rien dit. Mais en même temps, j'étais programmée pour rien dire. Mais quand, c'est ça, j'ai eu l'âge qu'il avait, fait qu'à à peu près 25 ans, puis je passe à côté de mon école, puis j'ai vu les enfants, là, de 6e année. C'est là que j'ai compris qu'il était pas en amour avec moi, que j'étais pas mature pour mon âge, que j'avais pas de l'air d'une femme, puis que c'était juste tout des mensonges pour avoir ce qu'il voulait avoir. Puis avec tout l'engrenage que ça fait, toutes les façons que tu commences à penser de toi, puis penser de ça devrait être quoi une relation de couple, c'est quoi l'amour, puis c'est quoi la sexualité, de juste tout le temps accepter que les personnes t'utilisent, puis après ça, ils partent, puis que c'est juste à ça que tu sers, là. Fait que, tu sais, j'ai été dans des relations pas le fun avec des gars pas super... je méritais mieux que ces gars-là, mettons. Puis qu'à un moment donné, j'ai juste eu un déclic, puis je me suis sortie de la relation abusive que j'étais. Puis je sais aujourd'hui ou c'est jamais, mais là, il faut que j'aille au poste de police. C'est vraiment comme une bulle. Puis j'étais comme, je sais qu'il faut que je le fasse aujourd'hui. Puis je me suis ramassée au poste de police. À l'âge de... 26, 27. 26, 27. Comment ça s'est passé? Comment tu t'es fait accueillir? Tellement bien. Ouais. Pour vrai, ça me faisait peur parce que justement, comme on disait tantôt, j'ai l'impression que ce qu'on voit et ce qu'on entend, c'est beaucoup les histoires négatives des personnes, là.
Un peu comme j'avais vécu plus jeune, qui se font pas prendre au sérieux, qui se font ridiculiser, qui se font demander comment tu étais habillée. Puis ça donne vraiment pas le goût de dénoncer. Mais moi, j'ai vraiment été surprise cette fois-là. J'ai super bien été accueillie. Dans le fond, je suis arrivée au poste de police, puis j'ai dit que je voulais porter plainte pour des abus sexuels. Fait que le monsieur super gentil, OK, assoit dans la salle d'attente, s'il te plaît, je vais trouver quelqu'un qui va prendre c'était pas la déposition, là, au début. Fait que c'est ça, là, il y a un policier qui m'a emmené. Il m'a dit, t'as besoin de me raconter, faut pas que tu me racontes de détails, faut pas que tu rentres pas dans ce que tu veux. Je veux juste savoir les événements, ton âge, l'âge de la personne. Il me demandait vraiment juste grosso modo. Parce que ce qu'il m'a expliqué, c'est que les lois avaient changé. Puis que là, sont rendus vraiment avec des équipes spéciales formées pour ça. Puis que lui, il n'était pas formé pour ça. Fait que dans le fond, il prenait les détails. C'est ça, le gros portrait. Puis qu'après ça, il y a quelqu'un que c'était vraiment sa job, qui allait me rappeler pour la suite des choses. Fait que j'ai juste dit, ben cette personne-là avait tel âge, les actes, c'était ça. Puis après ça, il m'a laissé partir. Fait que la première fois, puis il a été super gentil, là. Il était vraiment aucune honte, aucune culpabilité. Il a juste accueilli ce que j'avais à dire. Puis il était comme, bravo, t'as fait le pas le plus difficile aujourd'hui. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Shop Santé. Shop Santé qui nous font encore découvrir des nouveaux produits aujourd'hui. On a des 3 sauces de Fit Cook Foods vegan, faible en calories. On a une mayo épicée sans œufs, parfaite pour relever tous tes plats préférés. On a le ketch, tout le plaisir d'une sauce pour tes frites sans compromis. Et on a la big recette secrète pour tes burgers. Ça, c'est très excitant. Et là, moi, j'ai non, mais ça, j'ai un petit moment fangirl. Là. Je sais que t'es pas probablement pas consciente de ça, mais ça, c'est la boisson de Kylie Jenner. Oui, je la connais. Tu la connais. Ben, c'est la nouvelle boisson de Kylie Jenner, Glow, enrichie en électrolytes, vitamines, minéraux, antioxydants, acides aminés, sans caféine. Hey! Non, mais il y a de sa face dessus, au moins, ça va, c'est non. qui? Moins de 15 calories par bouteille. Plusieurs saveurs sont disponibles. Il y a lime, cerise, mangue abricot, gingembre, citron. Donc, ici, moi, je vais vous parler de mon duo cuivre et zinc, qui est beaucoup plus, pour moi, intéressant. Donc, ici, que vous soyez en quête de soutien quotidien ou d'une solution pour compléter votre alimentation. Aussi, on a le Go Gummy. Donc, c'est les petits bonbons ici. Alors, c'est une nouvelle saveur. On a Strawberry Girée. C'est idéal pour une collation. Et vous avez un code promo qui vous donne 10 de rabais en ligne et en magasin avec le code sexe oral. Allez découvrir leur fameux produit. Tu l'aimes? Oui. T'as pas le droit de manger ça. Non, c'est à moi. Oh, mais là, merci, Shop Santé. Gros bisous. Bye. Je vais prendre mon cuivre d'abord. Wow. Félicitations. Quand est-ce que Maître Gingras est arrivé? Moi, comme procureur, j'arrive dans le dossier une fois que l'enquête policière est terminée. Donc, avant tout, là, ouais. Je veux juste savoir. Moi, je pensais que c'était pas possible d'avoir toi qui parle comme. Y a-tu des lois qui ont changé? Elle me parlait de quelque chose que il faut que ça soit approuvé. En fait, on a un mécanisme de protection en place dans beaucoup des dossiers de nature sexuelle qui s'appelle une ordonnance de non-publication. Puis ça, c'est quelque chose qui est demandé pour protéger les victimes qui veulent pas que leur nom ressorte à travers le processus judiciaire. Donc ça, on le fait si c'est le souhait de la victime d'avoir son nom protégé, son identité protégée, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de publicité dans ce type de dossier-là si la victime ne le souhaite pas. Donc la raison pourquoi c'est possible qu'on se parle aujourd'hui, c'est justement parce que Joliane a souhaité lever cette ordonnance-là pour pouvoir s'exprimer publiquement sur ce qu'elle a vécu. Donc c'est ça qui fait en sorte que c'est possible d'avoir ces discussions-là. Fait que c'est pas l'agresseur qui décide ça. Non, au contraire, c'est pas pour le protéger lui, c'est pour protéger l'identité de la victime. Souvent, l'identification d'un agresseur peut être
anonymiser si c'est un membre de sa famille, par exemple, qui a été victime. Donc, que d'identifier l'agresseur pourrait aussi identifier la victime, mais l'ordonnance est vraiment rendue pour protéger l'identification de la victime. Puis est-ce que toi, tu es spécialisé dans les crimes de nature sexuelle? Ouais. C'était pas la seule chose que je faisais, mais j'avais la formation. Donc, à l'époque, je travaillais au bureau de Sherbrooke et tous les procureurs normalement qui font des crimes de nature sexuelle ont reçu des formations. Il y en a qui sont vraiment spécialisés, qui font uniquement ça, mais dépendant de la grosseur des bureaux, des fois, on fait pas seulement ça. Maintenant, je travaille pour le bureau du nord du Québec, donc je vais faire de la cour itinérante au Nunavik et je fais un peu de tout parce qu'on n'a pas assez de procureurs pour avoir vraiment des équipes spécialisées. Mais oui, on reçoit des formations avant de faire des crimes de nature sexuelle. Le plus possible, ça va être juste des procureurs formés. Puis est-ce que son histoire, c'est des histoires que tu as entendues souvent ou c'est comme la première fois que tu entendais ça? Tout cet aspect-là de son histoire, c'est la première fois que je l'entendais parce que nous, ce qu'on reçoit dans le dossier policier, c'est vraiment les faits à la base du crime. Donc, tout ce qu'on avait, j'avais la déclaration de Joliane où elle expliquait ce qu'elle a vécu, mais tout son background, tout ce qui a mené à ce que ce crime-là soit possible, souvent, on n'a pas nécessairement cette information-là au début du dossier. Dans ce cas-là, Joliane a aussi rédigé une lettre pour le juge au niveau de la peine pour expliquer un peu toutes les conséquences sur elle, où elle a pu expliquer un peu aussi qu'est-ce qui avait mené à ça, puis qu'est-ce qu'elle avait vécu comme conséquence à cette époque-là, puis par la suite. Donc, on a cette information-là aussi, mais à la base, un dossier policier est souvent très factuel. Donc, quels sont les crimes qui ont été commis, moins qu'est-ce qui est tout le background qui a mené à ça. Oui, c'est ça, parce que là, entre moi puis elle, la cour puis la sentence, il y a l'enquêteur, là. Qui était une femme. Parler? Fait que c'est ça. Elle, le témoignage avait déjà été fait puis enregistré. Puis il y a beaucoup de démarches qui avaient déjà été faites avant qu'ils mettent un procureur au dossier, c'est ça? Ouais. C'est ça. Donc, oui, nous, quand on reçoit le dossier, l'enquêteur a déjà rencontré la victime. Dans le cas de Joliane, il y avait une déclaration vidéo qui avait été faite avec l'enquêteur où elle expliquait tout ce qui s'était passé. L'enquêteur fait aussi d'autres démarches d'enquête pour voir si c'est possible d'obtenir une preuve de corroboration. Une fois que son dossier est complet, c'est là que c'est soumis au procureur. Donc, moi, je reçois ce dossier-là et je regarde toute cette preuve-là avant de rencontrer Joliane pour une première fois. Comment ça s'est passé avec l'enquêteur? Sérieusement, je suis presque triste que ça soit fini parce que genre, je l'adore. Là. J'ai le goût de lui demander veux-tu m'adopter? Là? Ouais. C'est vraiment là, une femme exceptionnelle. Là. J'aimerais ça être de même. Là. Ouais. Est-ce que tu peux faire le choix de choisir une femme pour te représenter, ou non? Non. Non? Non. Ah, dans le sens où on va prendre ça en considération, mais c'est pas nécessairement, le choix de la victime, autant au niveau des enquêteurs que des procureurs. Mais dans la réalité, la grande majorité des procureurs de nos jours, ce sont des femmes. Donc, il y a beaucoup de femmes procureurs, il y a beaucoup de femmes procureurs spécialisées aux crimes sexuels. Par contre, on a aussi des procureurs hommes qui, et en ayant travaillé avec certains d'entre eux qui sont spécialisés également en crimes de nature sexuelle, sont excellents aussi. Là. Donc, la façon que les dossiers sont distribués, c'est pas nécessairement le choix de la victime. Par contre, c'est certain qu'on fait des rencontres pour s'assurer que cette personne-là est à l'aise. Là. Donc, nous, on s'est rencontrés avant même que le dossier soit autorisé une première fois. On a eu une première rencontre où le but, c'était que moi, j'explique un peu à Joliane à quoi s'attendre à travers le processus judiciaire avant même que les accusations soient portées.
Est-ce que tu peux nous parler de ça? Mettons, si, tu sais, pour les gens qui nous écoutent, puis s'il y en a qui ont subi des choses, puis qui n'ont pas dénoncé encore, puis qui hésitent, est-ce que tu peux nous parler de qu'est-ce qui peut les attendre? C'est quoi les étapes? C'est quoi les... Mais premièrement, au niveau d'une dénonciation, ça, c'est quelque chose qui se fait avec la police. Donc, avant même que ça se rende au procureur, il y a toujours le travail policier qui va être fait de mener une enquête, monter un dossier qui nous sera ensuite soumis au procureur. Nous, comme procureur, notre première tâche, une fois qu'on reçoit un dossier policier, c'est essentiellement évaluer ce dossier-là, voir est-ce qu'on a une perspective de raisonnable de condamnation si on porte des accusations aujourd'hui. Des fois, on va demander des compléments d'enquête aux policiers si on voit quelque chose qui manque, qu'on pense qui pourrait aider le dossier. Mais essentiellement, nous, on est supposé recevoir un dossier complet et évaluer ce dossier-là. Quand on parle de crimes de nature sexuelle plus spécifiquement, la pratique, c'est de faire une rencontre qu'on appelle une rencontre pré-autorisation avec la personne qui a dénoncé. Donc, la victime au dossier va souvent pouvoir être accompagnée d'un intervenant du CAVAC. L'enquêteur va souvent être présent à ces rencontres. Et on fait cette rencontre-là dans un but d'expliquer le processus judiciaire à la personne victime et que cette personne-là sache très bien à quoi s'attendre si on porte des accusations. Donc, le but là-dedans, c'est que quand il y a des accusations qui sont portées, la personne victime sait exactement à quoi s'attendre, quelle va être son implication au niveau du processus judiciaire, qu'est-ce que ça veut dire qu'il y ait des accusations portées. Donc, ça, c'est une rencontre qu'on fait avant même de porter des accusations. Cette rencontre-là, on la fait aussi lorsqu'on décide de refuser de porter des accusations. Donc, si on reçoit un dossier et que, après avoir évalué le dossier, on ne pense pas avoir de perspective raisonnable de condamnation, on va expliquer cette décision-là à la personne victime. Donc, ça... Dans quel cas ça pourrait... Vous auriez pas assez d'informations pour pouvoir porter plainte? C'est quoi les cas les plus populaires, mettons? Ça, c'est vraiment du cas par cas. Là. On prend vraiment chaque dossier à la fois. Et on a 2 évaluations à faire. On a l'évaluation de est-ce que si on présente toute la preuve qui est présente dans le dossier, un juge pourrait décider que cette personne-là est coupable. Ce qui veut dire qu'on doit prendre en considération l'ensemble de la preuve qui peut être la version donnée par la victime, mais on peut avoir toutes sortes d'autres preuves. Si on parle d'un événement qui a eu lieu en public, on peut par exemple avoir des caméras de surveillance. On peut avoir d'autres témoins d'une soirée qui vont aussi donner des versions. Donc, nous, on doit regarder l'ensemble de la preuve puis justement décider si on présente cette preuve-là au tribunal, est-ce qu'il y a une perspective raisonnable de condamnation? Ça ne veut pas dire qu'on doit être absolument certain que la personne va être trouvée coupable pour porter des accusations. On doit simplement avoir une perspective raisonnable. Donc, si on présente l'ensemble de cette preuve-là au tribunal, il y ait la perspective qu'il soit déclaré coupable. Est-ce que c'est possible que si quelqu'un, c'est uniquement, il n'y a aucune preuve parce qu'il n'y a pas de caméra, il n'y a rien, ça l'arrive là, dans une ruelle que quelqu'un se fait prendre, mettons. Mais c'est souvent ça dans les trucs d'abus sexuels, là, c'est rare il n'y a pas d'avoir de preuve. C'est ça. Est-ce que c'est possible dans certains cas comme ça qu'il n'y a aucune preuve, qu'il n'y a aucune personne qui était là, ou vous devez rejeter ça? Mais en fait, je pense que ça, c'est un peu un des mythes parce que souvent, les personnes victimes ne réalisent pas que leur version des faits, c'est de la preuve. Mais c'est ça, mais je ne verrais pas pourquoi de bord, ça serait pas... Je comprends pas d'abord comment ça... Il y en aurait qui seraient pas retenus, c'est ça? Dans le sens où il faut aussi regarder sur la base de la version donnée, est-ce que ça constitue une infraction au sens du code criminel? Des fois, ça peut être que la personne va avoir été victime de quelque chose, mais que ça correspond pas à
la définition juridique, par exemple. Ça peut aussi être des circonstances où des fois, on va avoir une situation où il y a un manque de souvenirs dû, par exemple, à l'intoxication ou quelque chose de même. Des fois, il y a des trous où on sait juste pas ce qui s'est passé. C'est dur de donner des exemples parce que ça dépend tellement dossier par dossier. Mais ce qu'il faut vraiment savoir, c'est que la version de la victime, ça constitue de la preuve. Et le fait que le suspect potentiel donne une version contradictoire, puis que ça fait partie de notre dossier policier, ne veut pas dire automatiquement non plus que ce dossier-là va être refusé. Donc, le fait qu'il y ait juste la version de la victime peut tout à fait être suffisant pour qu'il y ait des accusations portées. Et dans le cas du dossier de Joliane, la preuve dans ce dossier-là, la preuve la plus importante, c'est justement la version qui avait été donnée par Joliane. C'est elle qui nous donnait tout ce qui s'était passé. Il y avait aussi les écrits. Est-ce qu'on est capable de retrouver tout ce qui est écrit? Les écrits Do You Look Good, mais j'ai été chanceuse parce que dans le fond, il y a Facebook qui s'est mis à popper pendant ce temps-là. Fait que j'avais des screenshots de nos dernières conversations Messenger qui m'avaient envoyé des affaires de comme chérie, je pense à toi, je pense que j'ai tes affaires pour tes cheveux. Bon. Après ça, c'est comme un peu. C'est certain aussi qu'une autre chose importante à savoir, c'est que l'écoulement du temps n'a pas nécessairement un impact sur si on décide d'autoriser un dossier ou non. Par exemple, maintenant, on le sait que ça serait un mythe de prétendre que quelqu'un qui a été victime va dénoncer la situation tout de suite après. Donc, on le sait que chaque victime va à son propre rythme et peut prendre des jours, des mois, des années avant d'être prête à dénoncer la situation. Puis ça, en tant que tel, va pas être quelque chose qui va être utilisé pour évaluer la crédibilité de cette personne-là. Donc, Joliane qui a décidé, qui a été prête à dénoncer des années plus tard, ça n'a pas fait en sorte qu'on ne pouvait pas porter des accusations. Au contraire, on avait toujours la preuve disponible, sa version était disponible. On a quand même pu porter des accusations sur la base de la preuve qui était toujours disponible des années plus tard. Peux-tu nous parler mettons, du processus d'enquêteur à... j'ai tout ça, là, tout le processus un peu. Bien, c'est ça. J'ai fait... fait qu'après avoir fait ma plainte puis avoir parlé aux policiers, je me suis fait rappeler par l'enquêteur, sergent détective, je sais pas c'est quoi le terme pour la nommer, qui me demande de venir au poste pour ma déclaration filmée, mon témoignage filmé. Fait que je me présente là. Super agréable. Vraiment. La place où tu te fais filmer, c'était différent de ce que je me rappelais de quand j'avais été plus petite, là. C'était dans un fauteuil qui ressemblait à ça. J'avais plein de Kleenex si j'avais besoin. C'est vraiment, tu dis ce que tu te rappelles, dans l'ordre chronologique que tu te rappelles. S'il y avait des affaires qui n'étaient pas certaines, elle venait avec moi puis elle me demandait, mettons, au tableau de dessiner des choses, de lui donner des détails supplémentaires. Puis ce qu'elle m'avait expliqué, c'est qu'en théorie, une fois que tu as filmé ta déclaration, il gosse vraiment, il te demande vraiment beaucoup de détails, puis il force pour t'en faire dire plus que pas assez, parce qu'après ça, c'est dans le but que tu n'aies pas besoin nécessairement d'aller témoigner. Ils ne demandent plus nécessairement aux victimes de retourner témoigner puis de se battre, d'avoir un contre-interrogatoire. Ils vont vraiment utiliser le vidéo comme preuve pour essayer que tu n'aies pas besoin de toujours te défendre puis redire plein de fois ce qui s'est passé, ce que j'ai trouvé quand même très délicat. C'est-tu nouveau, ça? Mais en fait, quand il y a toutes sortes de dispositions dans le code criminel, justement, pour rendre la preuve... rendre le témoignage et le passage des victimes à travers le processus judiciaire plus facile. Par exemple, particulièrement quand on parle de victimes enfants qui font des déclarations vidéo, il y a des articles précis du Code criminel qui prévoient justement la possibilité de mettre en preuve cette déclaration vidéo-là.
pour les victimes adultes, normalement, ça se fait quand même par un témoignage en cours. On a toutes sortes de mesures d'aide au témoignage qui peuvent être mises en place pour les victimes pour qui ça serait particulièrement difficile d'être dans la salle de cours, incluant en présence de leur agresseur. Donc, il y a la possibilité de mettre un paravent entre la victime et l'accusé pour qu'elle ne voit pas l'accusé. Il y a la possibilité de demander un témoignage à distance. Comme ça, la victime peut être dans une autre salle, ne doit pas être en présence de l'accusé en salle de cours. Par contre, la pratique de prendre des déclarations vidéo par les corps policiers nous aide aussi de façon plus générale parce que c'est la première fois où la victime donne une version complète et de l'avoir sur vidéo, ça, c'est une preuve qui est remise à l'avocat de l'accusé. Eux peuvent tout de suite voir quelle est la version de la victime, quelle est la force de cette preuve-là aussi. Et ce qui s'est passé dans cette situation-là, quand Joliane a fait sa déclaration vidéo, mais finalement, elle n'a pas eu besoin de témoigner parce que sur la base de la preuve au dossier, l'accusé a plaidé coupable. Ouais. J'ai été vraiment chanceuse, j'ai pas eu de procès. Ouais. Il a admis les faits. Wow. Tout. Ouais. Toi, tu l'as pas revu depuis que tu as 16 ans. Oui, je l'ai revu. En Tu l'as revu? Je l'ai revu un peu après avoir porté plainte, mais il ne savait pas, au FEC, au Festival d'été de Québec. Il m'a pas vu. Moi, je l'ai vu, puis j'avais comme eu la rage, puis j'avais le goût d'aller le voir, d'aller le confronter dans la rue en avant de tout le monde, puis de demander s'il aimait encore ça, les petites filles. Mais je me suis fait retenir par quelqu'un qui pensait pas que c'était une bonne idée. Ouais, malheureusement. Ouais, mais je comprends. C'est pas moi que t'aurais Je me serais trouvée hot. J'aurais dit go, go! Ouais. Ouais, Ouais, fait que j'étais rendue à cette étape-là, là, tu sais. Mais je l'ai revu, dans le fond, en cours quelques fois parce que, dans le fond, après avoir... il a plaidé coupable, mais il a voulu contester la peine minimum. Il a pas plaidé coupable à tous les chefs, par exemple. Il avait plaidé coupable à 2. Puis il y a un des... C'est quoi les chefs? Est-ce qu'on peut le savoir? Ou... Oui. Mais en fait, dans son cas, lui, il y avait vraiment beaucoup de chefs qui avaient été portés parce que ça a été sur une longue période de temps et les articles du Code criminel ont changé à quelques reprises durant cette période-là. Donc, essentiellement, il a plaidé des coupables à des chefs qu'on appelle contacts sexuels et incitation à des contacts sexuels. Donc, essentiellement, ça, c'est l'infraction quand un adulte touche un enfant ou incite un enfant à le toucher de façon sexuelle. Puis il a reconnu tous ces chefs-là pour toute la période. Donc, il a plaidé coupable à ces 2 types de chefs-là. Et à l'époque, avec tous les changements du Code criminel, il y a eu des changements dans c'est quoi la peine minimale pour ces chefs-là. À travers les années, ça a commencé dans le passé, il n'y avait aucune peine minimale. Ça a augmenté à 45 jours. Éventuellement, c'était devenu 1 an, la peine minimale pour contact sexuel pris par un criminel. Mais depuis, cette peine-là a été invalidée. Donc, on est de retour dans une situation où actuellement, il n'y a pas de peine minimale pour ce crime-là. Par contre, lui, à l'époque où il avait commis ce crime-là, il avait toujours une peine minimale et la peine minimale d'incitation à des contacts sexuels était aussi encore valide. Donc, lui a plaidé coupable essentiellement pour toute la période de 12 à 16 ans de Joliane pour les contacts sexuels et incitation à des contacts sexuels. Ouais. Comment t'as réagi quand t'as su qu'il plaidait coupable? Ça m'a pas étonnée parce que je savais que ma preuve et mon témoignage étaient solides parce que c'était là que je suis rendue dans ma vie. Mais honnêtement, il a-tu plaidé coupable par intérêt personnel? Ben, c'est parce qu'il n'y avait pas le choix aussi. Ben, c'est ça, à un moment donné, c'est pas parce que t'es repentant, là. C'est parce que, un procès, ça va être beaucoup plus médiatisé. Puis, probablement que tu te fais dire par ton avocat qu'avec les preuves que la procureure avait, ben, tu le gagneras pas, là. Fait que
Qu'est-ce que essaie d'avoir l'avocat une dit, peine ouais? moins élevée en plaidant coupable. Là. Fait que je le vois pas nécessairement comme une victoire. Là. C'est certain que, d'une certaine façon, le plaidoyer de culpabilité est considéré comme un facteur atténuant au niveau de la peine qu'il va avoir parce que c'est une démonstration de prise de responsabilité. Quand il reconnaît ce qu'il a fait, quand il vient admettre ce qu'il a fait dans la salle de cours, un plaidoyer de culpabilité qui évite en plus à une victime de témoigner est pris en considération comme un facteur atténuant. Donc, c'est certain que lorsqu'il choisit de plaider coupable, potentiellement la peine qu'il va avoir prend en considération le plaidoyer de culpabilité, alors que s'il y avait eu un procès qui avait été déclaré coupable suite à un procès, il ne pourrait pas bénéficier de ce facteur atténuant-là. Est-ce que son nom est sorti? Oui, mais j'aime mieux comme pas faire de publicité Non, sur je son nom, comprends. whatever. Mais On peut tout trouver. c'est est-ce que assez c'est facile. encore dispo? C'est encore disponible. Ouais, Ouais. Puis le juge a rendu une décision écrite qui est publiée au niveau de la peine qu'il a reçue. Donc ça, c'est pourquoi tu c'est ris? disponible. Ben, c'est ça. Hein? On a passé une journée au complet à l'entendre débattre de pourquoi il fallait pas qu'il ait passé 45 jours en prison. Là. Fait que moi, je l'ai revu après le Festival d'été de Québec. Je pense que c'est l'autre fois que je l'avais revu, ouais, parce qu'il voulait... Il voulait aller au festival? C'est ça. Non, c'est pas ça. Il voulait aller au gym. C'est pas mal plus ça qu'il avait dit au juge. Que s'il allait pas au gym, c'était pas bon pour sa santé mentale. Que, tu sais, il avait déjà perdu sa blonde en plus à cause de ça. Il pourrait perdre sa job parce qu'il avait juste le droit à 1 an sabbatique, là, pas. Dans le fond, la procureure demandait 4 ans. Fait qu'il était comme, je veux pas aller, je veux faire ça dans la collectivité. Mais, tu sais, il faut que j'aille au gym pour Fait que, tu sais, il a pleuré au juge. Il a beaucoup, beaucoup pleuré, mais comme pour lui. C'était comme, je veux aller au gym. Ça va me faire trop de la peine d'aller en prison, mais j'ai comme pas entendu Ça a été toute la journée, là, le matin puis l'après-midi. Là, il y avait un 3e procureur qui était là, vu qu'il contestait la peine minimale. Puis c'est ça, j'étais là tout le long, puis il a jamais mentionné plus que ça de regret pour ce qu'il a fait ou de vraie prise de responsabilité. Là. C'était... Oui, il pleurait, puis c'est ça qui a été sorti dans l'article de journal, là, c'est qu'il y avait des remords sincères parce qu'il pleurait, mais c'était des remords pour lui. Là. Son gym. Oui. Son gym, sa blonde. Là. Il a pris combien de temps? Mettons, attends, il a été jugé pour combien de temps? Combien il en fait versus... Information très importante pour moi. Donc, la peine finale qui a été donnée par le juge, c'est 33 mois de détention. Fait que c'est 3 ans. C'est un peu moins que 3 ans. Wow. On avait demandé 4 ans. Ouais. Okay. Donc, moi, sur la peine, j'avais plaidé 4 ans. Son avocat demandait une peine d'emprisonnement dans la collectivité. Donc, essentiellement, que oui, ce soit une peine d'emprisonnement, mais qui purge chez lui. Donc, ce qu'on appelle communément du sursis, là, du house arrest. Là. Essentiellement, c'est ça qu'il voulait. D'où le fait qu'il contestait la peine minimale parce qu'il pouvait pas aller... il voulait pas passer quelques jours que ce soit en détention. Il voulait que l'ensemble de la peine soit faite chez lui. Ce qui a été refusé par le juge, qui a imposé une peine de 33 mois de détention. Puis il a fait combien? Ça fait 2 mois qu'il est rentré. Oui. Il a eu sa peine au mois de septembre, donc dans le moment, il est en détention. Donc, il va y sortir dans 1 an. Là. Combien de temps qu'il est allé en prison? On ne sait pas encore quand il va sortir. Ça appartient aux libérations conditionnelles. OK, je pensais que tu disais qu'il était sorti. Non, il est rentré au mois de septembre. Non, OK, mais selon tes... Est-ce que c'est quoi, 6 mois environ, à peu près? Ça dépend. Là. Je dirais que ça, c'est vraiment les libérations conditionnelles. Là, nous, comme procureurs, on n'a pas grand rôle à jouer. Le minimum, normalement, c'est un 6e. Mais ça, c'est le minimum. Là. C'est pas nécessairement le plus fréquent. Mais ensuite, après ça, ça dépend vraiment des libérations conditionnelles. Est-ce que tu en as reparlé à ta mère de tout ça? Mais dans le fond, ma mère, à 16 ans, justement, quand je suis sortie du centre jeunesse puis que je suis allée en famille d'accueil,
J'ai demandé de la rencontrer avec ma psychologue de l'époque. Puis j'ai dit, écoute, maman, je t'aime, mais tu sais, côté attitude parentale, tu l'as pas pantoute. Je t'aime, je vais tout le temps t'aimer, mais j'avais 12 ans, tu as décidé que tu voulais plus comme prendre soin de moi, fait que ça sera plus jamais le temps, fait que j'aimerais ça que tu restes dans ma vie, mais comme amie, comme figure amicale. Puis ça a été vraiment dur à faire, mais ça a fonctionné. Fait que... Elle a dit oui, genre? Ben, ça lui a fait mal, là, c'est sûr, là, se faire dire ça par son enfant, mais en même temps, ma mère a tout le temps été très bonne pour admettre ses erreurs, puis elle en a fait des grosses, puis c'est ça qui était ça. Puis je pense qu'elle aussi, là, beaucoup de me dire que, tu sais, j'étais pas une bonne enfant, que j'étais la pire, quand que, tu sais, je me rends compte que j'étais quand même une bonne petite fille, là. Tu sais, je faisais pas mon lit, mais c'est pas mal ça que des ados font. Fait qu'elle a accepté, puis de 16 à 18 ans, ça a été plus flou, nébuleux un peu, mais elle est devenue ma meilleure amie à partir de mes 18 ans. Puis c'est ça, moi j'ai tout pardonné, là. Je comprends de où qu'elle vient, je comprends ses mécanismes, puis je comprends que ça, elle a fait ce qu'elle pouvait. Elle a vraiment fait ce qu'elle pouvait, puis elle a trouvé ça vraiment difficile d'être mère monoparentale elle aussi, puis elle n'était pas outillée non plus pour se ramasser avec une petite fille qui avait autant de trauma à régler. Mais j'ai jamais parlé de ça du tout. Elle n'a eu aucune idée de ce qui s'est passé avec ce gars-là. Mais au début du COVID, dans le fond, elle est décédée dans mes bras. Fait que ça fait 4 ans. J'ai dit ça. Fait que, ben c'est ça. Je l'ai eu comme meilleure amie pendant une couple d'années. Puis après ça, je l'ai vu partir. Puis c'est vraiment la partie qui me fait de la peine du podcast ici, c'est que... Tu sais, oui, tout ça est arrivé parce qu'elle a eu des lacunes dans son rôle de mère, mais c'est tout pardonné. Puis on avait tout réglé ça. Puis c'est quand j'étais allée à l'hôpital parce qu'elle allait décéder, dans le fond, dans les heures qui suivaient. C'était parfait parce qu'on n'avait rien à se dire, on n'avait rien à se dire. On n'avait rien à régler. Toutes les bébites, on les avait faites quand on était vivantes. Je le sais encore, là, mais tout avait été réglé. Puis c'est quelque chose que j'ai appris puis que j'essaie de mettre en pratique aussi depuis que je suis adolescente, de tout le temps comme... jamais laisser de non-dit puis tout le temps régler les affaires avec les personnes que t'aimes. Parce que elle est morte, ça a pris 2 jours, là. Elle allait super bien, puis c'était fini. Fait que tu le sais jamais. Puis je trouve que j'ai été vraiment chanceuse d'avoir déjà compris ça avant qu'elle meure. Parce que j'ai pas eu de regrets, puis ça a vraiment juste été de donner de l'amour, puis se dire bye-bye. Fait que dans le fond, elle était déjà décédée quand j'ai porté plainte, puis tout. Fait que moi, j'ai été toute seule pendant vraiment tout le processus, là. Il y avait personne avec moi au poste de police. Puis quand j'étais en cours, je sais pas si elle fait tout le temps ça, là, mais l'enquêteur que je parlais, elle prenait off, puis elle venait avec moi dans les salles de cours à chaque fois qu'il y avait des témoignages ou qu'il contestait sa peine. Fait que tu sais, t'avais comme les agresseurs qui sont avec leur famille, leurs amis, nanana, puis t'as moi qui étais avec ma petite policière, comme j'ai mon fusil dans mon sac, c'est quelque chose, là. Mais... OK. Ouais. Qu'est-ce qui t'a donné la force puis le courage de dénoncer? Vraiment, je genre... pense que ça a vraiment été... Je savais que j'étais rendue là dans ma vie puis qu'il fallait que je le fasse. Puis, tu sais, j'ai tout le temps... Je me suis tout le temps dit que c'est pas vrai que ça allait arriver pour rien, là. Puis, à chaque fois, mettons que j'en parlais à des gens ou sur Facebook ou des trucs comme ça, je finissais tout le temps par avoir des super de belles confidences de personnes qui me disaient, hey, genre, de t'avoir vu comme en parler ouvertement de même, ben, ça me donne le goût de te dire que moi aussi, il m'est arrivé ça, mais tu sais, je suis pas assez forte pour aller faire des plaintes ou des démarches. Fait que, il y a quand même beaucoup de personnes après ça qui m'ont confié des histoires parce que j'avais été capable de dire ce qui est arrivé. Fait que c'est pour ça que, après ça, de porter plainte, puis d'enlever l'ordonnance de non-publication. C'est ça, quand l'article est sorti, ça m'avait
comme outrée parce qu'il y a gros des affaires qui étaient ressorties comme de quoi que ma mère, elle connaissait cette relation-là puis qu'elle l'approuvait. Puis elle n'est même pas là pour se défendre puis elle n'a jamais rien su, tu sais. Mais j'ai l'impression, je sais pas si parce qu'il a plaidé coupable, il pouvait donner la version qu'il voulait puis c'est ça qu'il allait se ramasser dans le journal. Là. Mais tu sais, ma mère, elle avait des défauts, mais comme clairement jamais elle m'aurait laissé aller coucher avec un gars de 30 ans pour 40$. Là. On était pauvres, mais il y a des limites. Ouais. Mais pour vrai, là, je sais que c'est pas facile là, dénoncer, mais t'en as sauvé en tabarouette du monde. Là. Fait que, tu sais, outre le fait de penser à toi, de penser aussi aux autres aussi. Fait que ça, c'est un geste incroyable. Tu sais, on pense tout le temps qu'on est tout seul là-dedans, puis que, mais moi, je suis capable d'en prendre. Puis j'ai des gens qui m'écrivent, je suis comme, non, mais tu sais, c'est arrivé une fois, puis tu sais, je suis comme, ben non, tu sais, non, clairement pas, t'es pas la seule. C'est sûr que t'es pas la seule qui t'a fait ça. C'est pas parce que c'est toi qui t'as choisi toi, c'est parce que c'est lui qui a un problème, tu sais. Fait que, genre, je suis comme tout le temps. Fait que bravo de l'avoir fait, tu sais, tu t'as sauvé beaucoup de personnes. Une méchante gang, là. Puis si on arrêtait d'avoir tout le temps comme la honte de ce qui nous est arrivé, on serait tellement puissante, là. Ben, on l'a, c'est ça, on l'a la force, là. Faut pas dire on n'a pas la force, on l'a la force, oui. Là. Puis... Mais tu sais, c'est correct, là, s'il y en a qui veulent pas dénoncer, pas porter plainte, là, c'est... Chaque victime décide de faire ce qu'elle veut avec son histoire. Là. Je ne vais jamais aller dire à quelqu'un qu'il faut qu'il le fasse. Non, mais c'est que c'est... Moi, les gens qui portent pas de plainte, moi, ce que j'essaie de leur faire, c'est que là, quand je leur demande pourquoi, ben c'est tout le temps... C'est pas comme... c'est tout le temps... Je sais que chaque raison est correcte, là, puis je respecte ça. La seule affaire, c'est que c'est souvent la raison qui revient, c'est que ben non, mais tu sais, moi, je suis correct, je suis sûre que... Ben non, mais c'est dans le passé, là, c'est sûr qu'il n'a pas refait ça. Puis, tu sais, c'est pas... Genre, c'est sûr que oui. Fait que, une fois que tu as la confirmation... Oui, c'est sûr. Je vous le jure. Pour vrai, là, ma sexologue, elle me l'avait dit, elle dit, Joanie, ça, si tu l'as fait à toi, c'est sûr. Un agresseur sexuel, un pédophile, c'est pas une fois. Tu franchis à la limite, tu es sûr qu'il va arriver d'autres fois. Fait que si tu dis ça, que OK, après ça, oui, prends le temps, puis oui, ça, mais pour vrai, c'est tellement important. Genre, vraiment, c'est vraiment important. Puis il faut pas se dire qu'on est tout seul. C'est sûr qu'on n'est pas tout seul. Genre, puis la force, là, on l'a tout en dedans de nous. Genre, on est forte, là, ça n'a pas de bon sens, calique. Puis des discours comme toi, des histoires comme toi qui sont belles. Parce que aussi, l'autre peur qu'on a, c'est que, ben là, ça marche jamais. Les gens, ils ont dit qu'en cours, ça marche jamais. Moi, ça a marché. Toi, ça a marché. Il n'y a rien de parfait, il n'y a rien de facile, mais crime, pour vrai, j'y crois à la justice, même si elle n'est pas parfaite. Ça fait aussi que ces personnes-là, là, je sais pas si tu peux nous le dire, là, mais les personnes qui ont été à agression sexuelle ou pédophiles, là, ils ont des restrictions, là, puis ils ont des... Peux-tu en parler un peu après aussi, ces personnes-là? Qu'est-ce qui est... Je trouve c'est important de... Il y a, en plus de la peine, dans ces dossiers de cette nature-là, de façon générale, il y a toutes sortes d'autres ordonnances qui vont être obligatoires ou possiblement données dans des dossiers. Premièrement, des dossiers de nature sexuelle comme une agression sexuelle, ça vient avec ce qu'on appelle une ordonnance 109, qui est une ordonnance d'interdiction d'armes à feu pour une période minimum de 10 ans, puis ça peut être plus selon les antécédents de la personne, parce que c'est reconnu que c'est une infraction de violence. Donc, avec agression sexuelle, on a cette interdiction-là d'armes à feu. Il y a l'ordonnance de fournir un échantillon d'ADN qui fait en sorte que cette personne-là va être fichée. Ça, c'est au niveau national. Donc, s'il y a d'autres crimes qui sont commis dans le futur, c'est possible d'avoir une identification si il y a ce match d'ADN-là. Il y a aussi le registre qui vient de la loi sur l'identification des délinquants sexuels. Et ça, c'est une ordonnance qui force les personnes à s'inscrire annuellement. La façon que ça fonctionne, c'est souvent avec un poste de police proche de chez eux, mais ça peut être pour une période de 20 ans ou à vie. Ça peut être plus court aussi, mais selon la gravité des infractions et la peine donnée, ça peut être toute cette période-là en sortant de détention.
ils doivent quand même informer le corps de police le plus proche des informations de base sur eux. Ça inclut leur adresse, ça inclut leur emploi. Donc, il y a une forme de surveillance qui est faite à ce niveau-là. Et à chaque fois qu'il y a un changement dans ces informations de base-là, ils vont avoir l'obligation d'informer aussi justement la personne qui s'occupe du registre. Donc ça, c'est pas quelque chose qui est public. Donc c'est pas n'importe qui peut aller voir est-ce qu'il y a quelqu'un dans mon quartier. Par contre, c'est un outil qui est en possession des policiers au niveau de ces ordonnances-là. C'est certain que quelqu'un qui se retrouve avec une peine de détention et qui est libéré par la Commission de libération conditionnelle va être libéré avec des conditions aussi. Là. Donc ça appartient vraiment aux libérations conditionnelles, mais il peut avoir différentes obligations au niveau d'un suivi. Ça peut être des obligations de résidence dans un centre de transition, tout ça. Donc il y a quand même plusieurs possibilités et façons de contrôler le risque de récidive de ces individus-là. Il y en a qui sont avant excuse. Il y en a qui sont là avant l'incarcération aussi. Là, comme lui, il s'était fait arrêter quasiment 1 an avant d'être mis en prison. Dans le fond, mon enquêteur était descendu, avait fait 3 heures de route dans sa ville pour l'arrêter puis l'interroger. Il avait gardé son droit au silence pendant comme les 3 heures qu'elle essayait d'y parler. Mais après ça, en le relâchant, il avait déjà pas le droit d'être autour d'une école. C'est ça. Ouais, fait que, tu sais, il y avait déjà, OK, on te remet en liberté, t'es pas en prison, mais ça, là. Ils peuvent plus en tout cas, moi, ils pouvaient plus travailler dans aucun endroit où est-ce qu'il y avait des enfants. Donc, ils travaillaient dans une épicerie. Ça a été fait automatiquement, avant que tu sois déclaré coupable ou rien. Puis ça dure, ça peut durer. C'est une autre ordonnance qui peut être rendue qui s'adapte vraiment aux circonstances du crime commis. Ouais. Parce que, dépendant de c'est qui, ça peut être pas d'emploi avec des personnes où tu travailles avec des personnes en bas de 16 ans. Ça peut être de ne pas aller dans des parcs ou des lieux publics où peuvent se trouver des enfants. Quand il y a l'aspect informatique au crime aussi, il peut avoir un aspect de pas utiliser les réseaux sociaux pour justement communiquer avec les personnes mineures ou des interdits plus généraux en lien avec Internet. Parce que souvent, on en voit de plus en plus de ce type de crimes-là qui commencent ou sont commis complètement par Internet. Un peu comme dans la situation de Joliane où les contacts initiaux qui ont permis le crime de contact sexuel qui a été commis par la suite, initialement, il y a des mois où cet individu-là commettait le crime de l'heure informatique pour se rendre à éventuellement la rencontre en personne. Par contre, l'aspect informatique, l'aspect de l'heure en tant que tel, c'est un crime aussi. Là. Donc ça, j'en avais pas parlé plus tôt, mais ça aussi, il a plaidé coupable à le leurre tout le long de cette période de 4 ans-là, où il a utilisé justement des réseaux numériques pour maintenir cette relation-là, mais la commencer également au début et justement manipuler et rentrer dans le grooming qui commençait par l'informatique. Ouais. Parce que dans le fond, sa peine, c'était cumulé 27 mois, je pense, pour contact sexuel sur mineur, plus 6 mois pour le leurre informatique, qui a totalisé ça. Ça a été la décision du juge. Puis, juste rajouter une petite affaire. S'il y a des gens qui sont pas prêts à dénoncer, c'est correct. La seule affaire que, pour vrai, faites-le, écrivez tout ce que... pour pas oublier. Fait que, mettons, si 5 ans plus tard, 10 ans plus tard, tu décides de vouloir dénoncer, tout va être écrit. Là. Moi, j'avais tout écrit dans un journal intime. Moi, je l'ai jeté parce que j'avais peur que ma mère le trouve, mais pour vrai, ça a été mon plus grand regret. Là. J'avais tout écrit. Genre, quand j'ai commencé à réaliser que c'était pas correct, là. Mais écrivez tout, comme ça, vous allez avoir vraiment le plus de détails. Puis aussi, quand vous allez faire votre déposition verbale, ça aussi, il faut être prêt, là. Fait que de l'écrire avant, une fois, de le relire, de se remettre, même si c'est full difficile, je le sais, c'est vraiment difficile, mais c'est parce qu'une fois rendu là-bas, là, tu vas avoir une chance.
Puis après ça, moi, je regrette parce que ma chance, moi, personne m'avait aidé, je savais pas. Puis j'étais tellement stressée, j'étais tellement genre, fait que je sais pas où. On dirait que tout me venait plus à l'esprit. Fait que il y a eu peut-être même pas 50% de ce qui était retenu parce que le reste, je savais pas si c'était dans le salon ou dans la cuisine ou comme, je me rappelais plus. Fait que quand il manque des bouts, c'est pour ça qu'il faut vraiment que tu sois clair puis que tu écrives tout. Fait que écrivez tout. Puis quand vous allez être prête, ben vous allez être vraiment, vraiment beaucoup plus prête puis gardez-les, ces écrits-là. C'est vraiment important. Et je pense qu'il faut aussi que les gens sachent qu'ils peuvent aller parler aux policiers, faire leur déclaration initiale, puis ensuite changer d'idée. Dans le sens où une des raisons pourquoi on fait cette rencontre pré-autorisation-là avec les victimes, c'est justement pour qu'ils comprennent qu'est-ce que ça implique le processus judiciaire. Puis durant cette rencontre-là, s'ils sont pas prêts, c'est correct. Ils ont le droit de nous le dire, puis on va dire, OK, ben pour le moment, on va refuser le dossier, mais tu reviendras nous voir quand tu es prête un jour. Puis si c'est dans 6 mois, c'est correct. Si c'est dans 5 ans, c'est correct aussi. Par contre, la déclaration qui fait partie du dossier policier existe encore puis va pouvoir être utilisée à ce moment-là. Donc, je pense que c'est important de savoir que aller parler aux policiers veut pas automatiquement dire qu'il va y avoir des accusations puis que la personne doit s'impliquer dans le processus judiciaire tout de suite. C'est quoi, d'abord, l'avantage qu'il y aurait? Est-ce qu'ils peuvent... On peut le dire aux policiers pour que ça soit dans le dossier. Puis si jamais il y a une autre personne qui porte plainte, est-ce qu'ils peuvent se servir de ça ou non? T'sais, par rapport, mettons, si, OK, ça fait genre 3 plaintes qu'on a pour ce gars-là, mais ils n'ont pas continué. Est-ce que ça fait un impact ou c'est quoi l'avantage, en fait? Bien, moi, je dirais l'avantage, c'est plus en matière de préservation de preuves. Parce que OK. donner la version aux policiers, ça fait en sorte que c'est pas sur les épaules de cette personne-là de se dire, il faut que je note tout puis que je m'en souvienne. C'est comme, voilà, je l'ai donné ma version, la version est complète, elle existe déjà. Je comprends. Ensuite, si je veux aller en parler dans 5 ans, je vais pouvoir regarder cette déclaration vidéo-là que j'ai faite puis ça va me rafraîchir la mémoire. Mais y a-tu vraiment des gens qui sont pas game d'aller en parler, mais qui sont game d'aller On dirait que dans ma tête, si j'ai pas le gars, j'ai pas le gars. Ça arrive. Tant mieux, parce que c'est vrai que c'est une bonne idée. Parce que comme tu dis, les écrits en plus peuvent arriver à n'importe quoi. Si ça donne l'idée à quelqu'un. Mais puis je pense aussi que ça peut arriver qu'il y a des personnes qui, tout de suite après un événement traumatisant, vont y aller parler aux policiers. Puis ils réalisent finalement quelques semaines plus tard, quand ils rencontrent le procureur, que comme, non, je veux pas parler, comme je suis pas capable, je suis pas prête. Mais le dossier existe déjà. Je comprends. C'est bon de savoir ça. Vraiment bon. Ça fait déjà un petit moment qu'on tourne. Okay. C'était... merci à vous deux d'être venus. Merci de nous avoir partagé ton expérience, ton histoire. Merci à toi d'avoir accompagné, d'avoir éclairé les points plus... je voulais savoir, est-ce que vous seriez disponible pour un petit 10-15 minutes avec nous sur Patreon? On aurait quelques petites questions de plus pour vous. Oui, certainement. Merci énormément. Vraiment, merci. Ça allait faire vraiment de différence. Pour vrai, là, ce podcast-là, j'y crois. Merci beaucoup. Merci. Ben, ça fait plaisir. Bienvenue à l'After Show. Nous avons des questions du public pour vous. Mais avant, j'en ai 2. OK. Sinon, parce que sinon, tu vas partir. Puis là, j'en parle. Première question. Comment que un juge peut faire modifier... comment, mettons, là, OK, là, toi, t'arrives, là, vous vous battez avec les avocats, les deux, vous battez. Okay. Puis là, le juge, là, comment que... Parce que c'est ça, comme je t'ai dit, moi, qu'est-ce que j'ai su récemment avec Tout le monde en parle quand ils m'ont à me redonner la déposition. Puis, c'est écrit, là, j'avais 4 ans, ça a commencé quand j'avais 4 ans, ça a monté. Mais, lui, il a fait un deal avec la couronne. La couronne que je sais pas c'est qui, c'est toi. Bon. Il a fait un deal avec la couronne, comme quoi, c'est elle qui m'a dit, c'est l'avocate de Tout le monde en parle. Elle dit, moi, je peux pas dire que c'est un pédophile parce que le deal qu'il a fait, c'est qu'il a plaidé les chefs d'accusation, mais pas pour être un pédophile. Mais comment tu peux dire qu'il a agressé sexuellement des enfants? Moi, mes cousines, on avait ces âges-là, mais que le deal, c'est que c'est pas un pédophile? C'est vraiment difficile pour moi parce que je sais pas c'est quoi les chefs d'accusation qui ont été c'est des attouchements sexuels. Parce que,
on fait souvent des ententes au niveau de sur quel chef et quel fait la personne reconnaît. Comme dans le dossier avec Juliane, c'est ça qui a été fait. On s'est entendu sur quel fait il allait reconnaître, puis quel chef il allait reconnaître. Donc, il a reconnu les chefs de contacts sexuels, d'incitation à des contacts sexuels, leur aussi. Mais il y avait d'autres chefs là-dedans qui n'ont pas été reconnus, donc qui n'ont pas été trouvés coupables. Puis ça fait trop d'années, c'est ça qu'elle m'a dit. C'est parce que vu que ça fait plus de tant d'années, il y a un article qui a changé ou je sais pas de quoi. Bref, mais c'est parce que c'est écrit noir sur blanc, agresser sexuellement, touchement sexuellement, là, puis après ça, comme, ben là, on peut pas donner le titre de pédophile, mais... Non, mais c'est ça. Moi aussi, il m'avait dit la même chose, puis la façon qu'il me l'avait expliqué, c'est, encore là, votre podcast sur la pédophilie, je l'ai pas écouté parce que c'est trop trigger, mais... Tu sais, pédophilie, c'est vraiment comme une déviance sexuelle que t'es attiré envers un enfant. Fait que, tu sais, il y a des gens qui vont poser des gestes sur des enfants parce que, pas nécessairement parce que c'est l'enfant qui l'attire, mais c'est parce qu'ils sont juste comme lâches, tu comprends? Fait qu'ils sont catégorisés d'agresseurs sexuels. C'est ça. Fait que, tu sais... Ben là, c'est ça, mais c'est parce que c'est noir sur blanc, t'as plein d'enfants, genre. Ouais. Ce que je peux dire, moi, par il contre... avait dit, genre, que c'était parce qu'il pouvait qu'il avait fait ça. Ouais, nous autres, on était dans une situation... C'est vrai que dans ce dossier-là, l'information qui est ressortie des rapports, parce qu'on a demandé des rapports après les plaidoyers de culpabilité, c'est que c'était pas nécessairement qu'il y avait une attirance générale envers les enfants, c'était plus circonstanciel de où il était dans sa vie à ce moment-là. Par contre... les infractions qu'il a commises, il a quand même plaidé coupable à des infractions de nature sexuelle envers un enfant. Puis il y a une code statistique qui s'applique dans tous ces dossiers-là qui démontre que c'est des infractions de nature sexuelle envers un enfant. Je comprends. Mais moi, j'aurais aimé ça quand le titre pédophile. Ouais, mais toi, tu peux l'utiliser comme tu veux. Hein. Mais c'est un pédophile qu'on Parce que pédophile, ça se retrouve pas dans le code criminel. Il n'y a rien de juridique avec ce titre-là. Ouais. Je comprends, OK. Deuxième question, oui. Est-ce que tu serais capable de défendre un pédophile? Dans couronne, un peu. Genre que tu sais que c'est un vrai pédophile. Et ça, c'est une question difficile pour moi, considérant que je suis procureur, puis tout ce que je fais, c'est accuser. Donc, moi, personnellement, je me vois pas tant travailler comme avocat de la défense. Là. Comme, je travaille comme procureur, puis je crois vraiment à ma job, je crois à ma mission, puis j'aime beaucoup travailler avec les victimes. C'est quelque chose que j'adore, donc personnellement, ça serait pas quelque chose que je serais capable de faire. Mais t'aurais-tu le droit de refuser? Donc, il y a quelqu'un qui dit, voici ton client est accusé de ça, puis toi, quand tu jases avec... c'est certain que les avocats de la défense ont un pouvoir sur quel client ils acceptent. Là. Ils n'ont pas besoin d'accepter tous les clients. Okay. Puis j'en connais des avocats de la défense qui ne veulent pas toucher à des dossiers de nature sexuelle, qu'ils n'en feront pas. Là. Est-ce que c'est souvent des hommes ou il y a beaucoup de femmes qui représentent des... Ou c'est souvent pas mal plus des hommes qui acceptent de défendre les agresseurs? Je peux pas dire que j'ai vu nécessairement... Déçu de ta réponse. Moi, je peux te dire, là. Je peux te dire. Hein? Je pense. C'est comme moi, le mien, l'autre, c'est un gars. C'est une fille. Ah ouais? Ton avocat, c'est une fille. C'est vrai? Ben, pas Cloutier. Mais ouais. OK. Mais y en a-tu moins? Je pense qu'il y a plus. Quand on regarde juste statistiquement, là, il y a vraiment beaucoup de procureurs de la couronne que ce sont des femmes. Ah, OK. Quand on regarde les avocats de la défense, c'est peut-être plus proportionnel. Là. Il y a peut-être plus d'hommes avocats de la défense proportionnellement que quand on regarde des procureurs. Là, donc, il y a juste plus de chances d'avoir un avocat de la défense qui est homme que quand on regarde qui sont les procureurs. Mais je peux pas dire que de tous les dossiers de nature sexuelle que j'ai faits, il y a autant des femmes que des hommes qui travaillent comme avocats de la défense. C'est bon. Juliane. Oui. Est-ce que tu ressens encore des effets négatifs de cette relation, entre guillemets, dans ton quotidien aujourd'hui? Oui. Oui. Ben, tu sais, comme j'ai dit dans le podcast, quand ça t'arrive, surtout à l'adolescence, là, que ton cerveau il est en train de se former puis d'analyser c'est quoi l'amour puis c'est quoi les relations, ben c'est sûr que probablement que si cette relation-là était pas arrivée, j'aurais eu des meilleurs chums par la suite. Puis toutes ces relations au corps, ça reste, là. C'est mes troubles alimentaires, c'est on and off, là. Très, très, très fragile. Je me mutile plus, là, mais j'ai arrêté de me mutiler, je pense que j'avais 19-20 ans. Là.
Fait que ça l'a arrêté. Mais vraiment, c'est de pas me trouver belle, de me trouver grosse, de vouloir comme disparaître, d'avoir besoin des fois d'avoir plus la validation des autres, ce qui est pas super sain. Je travaille gros là-dessus, mais c'est encore des effets. Mais je te dirais que le pire que j'aimerais vraiment gros réussir à me débarrasser, c'est que je suis pas capable de transpirer, mettons, je sais pas comment l'expliquer, parce que il me transpirait tout le temps dessus, genre. Fait que, mettons, c'est dégueulasse. Fait que quand il y a des grosses canicules, mettons, je vais être vraiment agressive si je suis obligée de rester dehors puis que je me sens transpirer parce que j'ai l'impression que c'est lui qui me transpire dessus tout le temps. Fait que, tu sais, je vais être genre à prendre comme 3 douches par jour quand il fait chaud, tout le temps vouloir rester à l'air clim. Puis même affaire, si je m'en faire du sport, que je vais au gym, je vais avoir beaucoup de linge pour me rechanger parce que transpirer, c'est comme vraiment ancré en moi. Puis je sais que c'est à cause de ça. Puis je sais pas comment m'en débarrasser. Puis ça me rend vraiment agressive. Ouais. Mais sinon, je te dirais que j'ai quand même travaillé beaucoup des effets que ça avait donné. As-tu essayé? Je suis con. L'hypnose? Oui, j'ai essayé. Ouais. Ça a pas... Ouais, le mouvement par les yeux aussi. Là. Ouais. Mais ça a aidé, mais ça n'a pas tout... c'est sûr. Non, c'est ça. Ça n'a pas aidé pour... pas changer. La transpiration. Finalement, on est toutes corrects. Non, c'est ça. 100%. Je pense pas qu'on redevient jamais 100% non plus. Là. Faut juste bien l'utiliser. Là. Ben oui. C'est une question pour toi. À partir de quel moment est-ce qu'on parle de grooming? Si quelqu'un de 21 ans sort avec quelqu'un de 17 ans, est-ce qu'on peut vraiment faire quelque chose? Ben, en fait, grooming, c'est pas un terme qui est dans le code criminel. Ce qui est vraiment criminalisé, c'est le leurre informatique pour commettre ensuite les crimes de contact sexuel ou incitation à des contacts sexuels. Par contre, l'âge du consentement au code criminel, à la base, c'est 16 ans. Donc, généralement, ces infractions-là, le 151, 152, qui sont contacts sexuels, incitation à des contacts sexuels, c'est pour des enfants de moins de 16 ans. Fait que 17 ans, ça serait... Il y a certaines exceptions, par contre, quand on parle de personnes en situation d'autorité. Donc là, l'article 153 parle vraiment de, justement, ce même type de comportement-là envers un adolescent si la personne est dans une situation d'autorité. Alors, on parle, par exemple, d'un enseignant avec son élève. C'est criminalisé même quand ils ont 16-17 ans. Par contre, dans la population générale, s'il n'y a pas de lien d'autorité, de confiance entre ces deux personnes-là, 17-21 ans, ça ne serait pas criminalisé. 16-35. Ça ne serait pas criminalisé. Comment ça, c'est pas criminalisé? Ça serait pas criminalisé. 15-35. Mais on ne sait pas à quel âge on est fucké. Ben, c'est ça. L'âge du consentement commence à 16 ans. Ah, donc, donc, c'est une petite fille de 16 ans, puis qu'il y a un gars de 45 qui te crouse, ils couchent ensemble, ils n'ont pas de lien. Ben, c'est Céline Dion. Mais c'est pas criminalisé. Ben, c'est Céline le Dion, c'est comportement qu'il va c'est faire ça. aussi, là. Ouais. Ce qui est moral, puis ce qui est correct, puis ce qui est criminel, c'est pas toujours la même chose. Hein. Tu mettons le t'as l'âge du consentement, mais la personne adulte te met de la pression pour y envoyer du matériel qui... Mais là, c'est certain qu'il y a toutes les infractions dont on n'a pas parlé en matière de pornographie juvénile aussi. Là. Donc, c'est certain qu'un jeune de 16-17 ans qui est en relation avec un adulte beaucoup plus vieux qui demande d'envoyer des photos nues, puis tout ça, il y a toute cette dynamique-là qui embarque aussi. Par contre, c'est vraiment, dans le moment, l'âge du consentement est mis à 16 ans. Donc, à partir de 16 ans, essentiellement, on détermine que les jeunes de 16-17 ans peuvent Fait que, consentir. mettons, une fille de 16 ans sort avec un monsieur de 45 ans, c'est correct, parce qu'ils sont en couple. Ben, Ils s'aiment. c'est pas criminel. Ça veut C'est pas pas dire que c'est criminel. correct. Ben, OK. Mais là, son chum, entre guillemets, lui dit: Peux-tu m'envoyer une photo de toi tout nu? Je m'ennuie de toi. Il envoie une photo. Il se fait pogner. Là, il détient de la pornographie juvénile. Mais il couche avec sur une base régulière, mais il n'a pas le droit d'y envoyer des photos. C'est ça que je comprends? Ouais, comment on fait pour s'en sortir? Ouais, c'est une bonne idée. Ouais, ça, honnêtement, il faudrait que je vérifie parce qu'il y a toutes sortes d'exceptions là, qui s'appliquent comme des petites. Comment on peut les avoir? C'est ça.
Ouais, c'est gros avec quand elle va comprendre. Là. Tu sais, à un moment donné, c'est quand même difficile de sortir quelqu'un Comme on d'une parle, situation mettons, qui c'est notre comprend enfant, même genre. pas. Là. Ouais, mais c'est ton enfant. Ben, puis je pense que souvent, puis ça, on le voit avec des infractions de l'heure. Ça commence souvent par viser un enfant en lui disant combien toi, t'es mature, toi, t'es différente. Donc, essayer de dire que j'avais l'air d'une femme. Là. C'est ça. Quand il a montré des photos de quoi que j'avais de l'air au juge. Là. Puis, sa face, là, quand il a montré les photos, t'es t'as comme. l'air de ça, j'imagine pas à 16 ans. Ben, c'est ça. Ben, à 12. À 12, excuse. c'est ça. À 12 en 6e année primaire. Non. Je venais juste d'avoir mes règles. Puis moi, personnellement, j'ai pas d'enfant, mais ma cousine a 2... J'allais les appeler des petites filles, mais elles sont rendues adolescentes. Là, puis je peux vous dire que je leur fais des speeches à chaque année sur qui ont comme amis sur les réseaux. Puis si c'est pas quelqu'un que tu connais personnellement, tu dis pas oui, puis tu restes loin. Puis si quelqu'un un jour te dit que t'es mature pour ton âge, t'es comme non, moi je suis pas mature pour mon âge, c'est toi qui es immature pour ton âge. Comme, c'est toi qui peux pas pogner du monde de ton âge. Donc il y a certains thèmes comme ça, comme toi, t'es mature pour ton âge, puis t'es différente des autres de ton âge. On s'est déjà fait dire ça, c'est sûr. Ouais, ça revient souvent. C'est que c'est bon. Qu'est-ce que j'ai haï? La colle. Bon, ben, hein, c'est assez. Bienvenue sur la plateforme officielle Patreon Sexe Oral. Je suis là. En arrière. Je suis là, j'arrive. Lisande Nadeau. Qu'est-ce que tu peux t'attendre sur notre plateforme Patreon? C'est des shows en live qu'on n'a jamais montré à personne, que tu vas pouvoir voir. Vous allez pouvoir poser des questions pour des invités qui s'en viennent. Vous allez voir un podcast bonus par mois. Des fois, c'est des shows live. Des fois, ça va juste être nous ici qui jam. Après les podcasts qu'on va avoir enregistrés, on va aller direct sur Patreon pour filmer des after-shows. Des annonces à l'avance, des billets, des accès à des shows live. Peu importe ce que vous choisissez comme whatever, on vous remercie d'avance. Ça fait une grosse différence pour Sexe Oral. C'est quelque chose qui grandit, c'est notre bébé. On est fiers, on est contents. Ouais. Puis voilà. Merci énormément. Une production du Studio SF.